Bonjour et bienvenue dans Profession Sophrologue, le podcast dédié aux sophrologues qui veulent donner de l'énergie à leur activité. Je suis Laurence Roufouillet, je suis sophrologue depuis plus de 20 ans. J'ai écrit 14 livres qui intègrent la sophrologie dans une utilisation quotidienne. Ma passion, simplifier les sujets complexes et partagés. J'ai co-créé le sommet virtuel de sophrologie et j'ai eu la chance d'accompagner à ce jour près de 5000 personnes, que ce soit à mon cabinet à Boulogne-Billancourt comme en entreprise. Mon objectif avec ce podcast, vous guider avec mon enthousiasme et mon expérience dans les méandres du métier de sophrologue pour en comprendre les bases mais aussi les astuces. Alors, êtes-vous prêt ou prête à prendre une bonne dose d'énergie ? C'est parti ! Très bonne année à vous qui écoutez ce 8e épisode. Qu'elle vous apporte de la satisfaction dans ce que vous allez entreprendre en 2025, sans oublier de savourer la vie. Une nouvelle année s'ouvre souvent avec des résolutions, mais plutôt que d'accumuler les injonctions culpabilisantes dans une sorte de liste idéale, je vous conseille cette année d'être davantage à l'écoute de vous-même, de vos besoins, mais aussi de votre intuition qui est sans doute le meilleur guide pour vous faire votre propre opinion et éclairer des choix qui vous ressemblent. Mais une nouvelle année rime parfois aussi avec une envie de changement. Nouvelle manière de faire, envie de se renouveler ou même de changer de métier ou de vie. Ne cédez pas à la précipitation ni aux sirènes de la nouveauté sans un minimum de réflexion. Cette semaine, j'avais précisément envie de vous parler des idées reçues sur le métier de sophrologue. La plupart des réflexions, situations ou remarques que nous allons évoquer proviennent directement de témoignages de sophrologues en formation ou à la sortie de leur école et que j'ai accompagnés en supervision et que j'ai parfois récupérés dans des états de panique assez avancés. Et je dois dire que je suis chaque année un peu plus surprise des croyances erronées qui circulent sur notre métier, entretenues par des professionnels ou formateurs peu scrupuleux qui manient très bien le miroir aux alouettes. Alors je vous propose 5 de ces idées reçues parmi les plus fréquentes. La première idée reçue, c'est qu'on peut se former à distance. À vrai dire, j'ai hésité à mettre cette remarque dans l'épisode 4 sur l'agacement, tant ce sujet revient régulièrement, notamment sur les forums de sophrologues. Soyons clairs, on ne peut pas raisonnablement se former pour exercer en tant que sophrologue en ne suivant que des cours à distance, quelle que soit la qualité des supports fournis ou le tutorat ponctuel exercé par un sophrologue accompagnant. Ça n'est pas raisonnable et ça n'est surtout pas adapté à la réalité du métier. Apprendre la sophrologie en soi, ça n'est pas très compliqué. Apprendre les relaxations dynamiques ou les différentes sophronisations est potentiellement accessible à tout le monde. En revanche, acquérir un savoir-faire et une posture professionnelle ne peut pas se faire à distance. On travaille sur l'humain et ça n'est pas dans un manuel, ni avec une vidéo ou une conférence en ligne que l'on peut être confronté aux subtilités d'un échange entre deux personnes, dont une est en demande et l'autre parfois en devenir, donc fragile sur sa pratique. Il y a une grande différence entre le savoir et le savoir-faire. L'argument du choix de la formation à distance, c'est souvent « je n'ai pas le temps ». Franchement, si vous n'avez pas le temps de vous former à un métier qui va vous engager sur le plan humain, choisissez autre chose de plus accessible et de moins impactant. Car justement, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'intégrer de nouvelles pratiques et de les digérer, non seulement de les apprendre, alors si possible, par cœur, pas en lisant une fiche, mais aussi de les faire siennes et idéalement en les pratiquant régulièrement sur soi avant de les proposer à autrui. Et si vous ne prenez pas ce temps, vous allez rapidement vous trouver en difficulté dès vos premiers accompagnements et finir par renoncer en vous culpabilisant. Vous aurez non seulement perdu votre temps, mais aussi votre argent. Je ne rentrerai pas dans le débat entre écoles caïcédiennes ou non, car dans le fond, ça n'est pas le sujet le plus important. En revanche, le débat sur la formation est pour moi essentiel. Concernant le temps de formation, il y a un consensus entre le syndicat des sophrologues professionnels, la Société française de sophrologie et la Fédération des écoles professionnelles en sophrologie, qui sont 3 instances extrêmement représentatives des formations et courants majeurs de la sophrologie. Il y a donc un consensus pour estimer qu'une formation de sophrologue doit se faire uniquement en présentiel, sur une durée minimum de 300 heures, alors 300 heures, sans compter le travail personnel et l'entraînement aux techniques de sophrologie, et cette formation, elle doit être étalée dans le temps, au minimum sur 2 ans. Donc 300 heures en présentiel, au minimum sur 2 ans.
Notre métier fait partie des professions non réglementées, donc on peut se prétendre sophrologue en n'ayant pas suivi ce parcours, mais ça va être compliqué et fastidieux, et encore plus si on ne s'est formé qu'en virtuel. Deuxième idée reçue, j'ai beaucoup lu ou j'ai participé à un atelier, donc je n'ai pas besoin de me former. J'ai pu observer de nombreuses fois que des personnes se disent spécialisées dans un domaine parce qu'elles ont assisté à un atelier avec un professionnel de ce domaine. En gros, elles ont eu les infos et ensuite elles reproduisent ce qu'elles ont vu ou entendu. Même chose pour quelqu'un qui a lu un ouvrage, aussi technique et intéressant soit-il, et qui aussitôt après se présente comme expert dans ce sujet en appliquant ce qu'il a découvert. Je trouve ça assez sidérant, un peu comme si lire le code civil ou le code pénal faisait de vous un avocat. Moi-même, j'écris des livres. J'écris des livres destinés au grand public, à la fois pour faire de la vulgarisation et puis transmettre des techniques utilisables au quotidien et sans contre-indication particulière. Et je vois régulièrement des personnes qui montent des ateliers en se basant sur le contenu d'un de mes livres. Alors, c'est de bonne guerre puisque le contenu est public. Ça peut friser parfois le plagiat qui pose plus de problèmes, mais surtout vis-à-vis de l'éditeur qui détient les droits du livre, mais encore plus, ça ignore tout un pan de la pratique qui ne peut pas être transmise dans un livre. Une amie coach professionnelle, Véronique de Souter, pour ne pas la nommer, m'a appris cette vérité. Il y a une différence entre se former et s'informer. Lire, faire des recherches dans tout métier est important pour enrichir sa pratique, mettre en perspective son point de vue avec celui d'autres personnes ou bien varier son approche. Mais ça ne remplacera jamais une formation. Dans une formation, on apprend à mettre en pratique, à s'approprier les techniques. Un formateur, il transmet des connaissances, mais aussi le contexte dans lequel certaines règles ou recommandations ont été édictées. Il les met en perspective au regard des voies qui ont été explorées et qui n'ont pas été retenues, ou au regard de ce qui ne fonctionne pas parce que cela a été testé des centaines de fois. Un formateur aguerri va parler aussi des contre-indications, mettre en garde sur ce qu'il ne faut pas faire. On s'approprie une technique ou une méthode en apprenant à s'en servir, y compris en apprenant de ses erreurs, pas seulement en ayant accès aux informations ni en reproduisant ce que d'autres font. Troisième idée reçue, j'ai fait un burn-out, ça va m'aider à être un bon sophrologue. Beaucoup d'aspirants sophrologues se lancent dans ce métier pour cette raison, réparer chez les autres ce qu'ils n'ont pas réussi à endiguer dans leur propre passé. Je prends beaucoup de précautions dans ce que je vais dire tout de suite. Avoir fait un burn-out ne fait pas forcément de vous une personne en mesure de bien accompagner un client en burn-out. De même que être parent ne fait pas forcément de vous un éducateur. Toutes nos expériences de vie douloureuses, que ce soit le burn-out, la dépression, le deuil périnatal, les troubles des conduites alimentaires, forgent notre personnalité et notre capacité de résilience. Je dirais qu'elles font de nous des humains expérimentés. Mais elles ne nous donnent pas plus de compétences particulières ni de légitimité en tant que professionnels. Dans une séance, il faut généralement éviter de parler de soi. Cela fera partie des sujets que l'on abordera dans un des workshops de février à propos de la posture de sophrologue. S'appuyer sur sa propre expérience et la partager peut être risqué, d'abord pour le risque de projection dans nos accompagnements, mais aussi pour la résonance que cela provoque en nous. Dans le colloque singulier d'un accompagnement individuel, l'empathie est nécessaire, mais la neutralité indispensable pour une bonne alliance thérapeutique, c'est-à-dire celle qui permet à votre client de trouver sa place, pas la vôtre. Et puis, si l'histoire de votre client résonne avec la vôtre, ce qui arrive souvent, et j'en reparlerai prochainement dans un épisode notamment consacré aux prophéties, il va vous falloir d'autant plus rester dans la neutralité. Ça demandera un effort pendant la séance et certainement aussi après. La supervision sert aussi à cela. De même, si vous avez un rendez-vous dans une entreprise, je vous conseille d'éviter de dire à un responsable des ressources humaines que vous-même vous avez fait un burn-out. Alors, non pas parce que ça vous dévaloriserait à ses yeux, le burn-out ça arrive à tout le monde et particulièrement au RH, mais parce que du fait des représentations courantes en entreprise, ça peut créer des peurs inconscientes ou des réticences qui vont biaiser votre relation. Restez neutre, objectif et professionnel. Alors que cela ne vous empêche pas de réaliser ce que vous avez envie de porter dans le monde du travail, en termes de prévention et de mieux-être, en faisant de votre burn-out une force intérieure, justement parce que vous l'avez dépassé. Quatrième idée reçue, dans le métier de sophrologue, les débouchés sont nombreux.
Cette idée-là, je l'ai trouvée encore récemment dans une annonce de formation en ligne pour sophrologues qui circule sur Internet. Alors oui, et fort heureusement, il y a de nombreuses manières d'exercer la sophrologie. L'annonce prenait d'ailleurs le soin de préciser cabinet, entreprise. Mais tout n'est pas aussi évident. Je ne dirais pas que les débouchés sont nombreux. Ça n'est pas parce que vous avez posé votre plaque quelque part ou obtenu 3 contacts dans une entreprise que ça va fonctionner automatiquement. Les débouchés seront ce que vous allez en faire, car hélas, personne n'attend après vous, mais ça, je pense que vous le savez. Une installation, un début d'activité, ça se prépare. Souvent, je suis sollicitée par des personnes qui sont en formation, qui sont demandeurs d'emploi et auxquelles France Travail demande de faire une enquête métier. Certaines montent aussi un business plan. Alors, ce sont des démarches très intéressantes, mais à mon avis insuffisantes ou incomplètes. Je l'ai dit dans l'épisode 1, une clientèle ne se construit jamais de manière définitive. Il faudra toujours entretenir son réseau et rendre visible son travail. Et ce qui est valable pour certains ne l'est pas forcément pour les autres. L'idée répandue qui vient juste après, c'est « je vais travailler en entreprise, comme ça je gagnerai plus ». Alors, oui, c'est vrai, mais l'entreprise, c'est du temps long. Ça ne va pas venir non plus du jour au lendemain parce que vous avez eu un premier rendez-vous. Un parcours de décision en entreprise peut facilement s'étaler sur plusieurs mois, voire une année. Bref, si vous n'avez pas une idée claire de la manière dont vous allez présenter vos prestations, aux particuliers comme aux professionnels, vous risquez de passer beaucoup de temps à trouver des clients et à vous décourager. C'est pour cela que le premier workshop que j'organise le 16 janvier est consacré au modèle économique. Parce que c'est la base. Au-delà d'un business plan qui est toujours un peu idéalisé, quel va être le modèle économique qui va vous permettre de gagner de l'argent avec votre activité? Vous, pas quelqu'un d'autre. Parce que le modèle économique qui est adapté à une personne ne l'est pas forcément à une autre, et il faut avoir une vision claire. Si ce thème vous intéresse, vous pouvez vous inscrire au workshop pour y assister en direct ou plus tard en replay. Je vous renvoie à mon compte Instagram, @espace du calme. Cinquième idée reçue, et celle-là je dois dire que je l'aime tout particulièrement, un sophrologue gagne 5 000 € par mois. Alors cette affirmation-là, elle m'est régulièrement rapportée par des sophrologues formés bizarrement au même endroit. Je dois dire que je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi énorme, alors pas tellement du fait du montant évoqué, mais surtout de la certitude. Si un sophrologue gagnait davantage qu'un médecin ou un dentiste, ça se saurait. Et tout dépend de ce qu'on appelle gagner. Il faut faire une petite différence entre le chiffre d'affaires et les revenus, même quand on est auto-entrepreneur. À titre d'exemple, je vais me référer à l'enquête sur le métier de sophrologue de Sabine Pernet, notre collègue sophrologue du nord de la France, qui recueille chaque année depuis 9 ans les avis de centaines de sophrologues. Les résultats de l'enquête 2024 sont disponibles sur son site internet relaxationdynamique.fr et je vous mets le lien en commentaire de cet épisode. À la question « Quel est notre niveau de revenu moyen ?», voici les réponses qui ont été obtenues avec une petite précision. Ce sont des données recueillies en 2024 sur la base de l'année fiscale 2023. Je lis donc l'analyse de Sabine Pernet. Après 3 années de hausse, nos revenus globaux, c'est-à-dire les revenus globaux des sophrologues, stagnent. Nous restons sur le même seuil que l'année dernière avec 27,3% des sophrologues qui dégagent un revenu supérieur ou égal au SMIC annuel brut. Le nombre de sophrologues ayant réussi à se dégager au moins une fois un salaire mensuel supérieur ou égal au SMIC passe de 17,5 à 28,3%. Sabine Pernet précise que ces chiffres sont à mettre en perspective avec le fait que seuls 53,5% des sophrologues travaillent à plein temps. Si je résume, 70% des sophrologues qui ont participé à cette enquête se dégagent un revenu inférieur au SMIC annuel brut, c'est-à-dire environ 21 000 €. 70% n'ont pas réussi à se dégager dans l'année un revenu mensuel supérieur ou égal au SMIC, c'est-à-dire environ 1 700 €. Donc, pour revenir à l'idée reçue de départ, faire 5 000 € de chiffre d'affaires est tout à fait possible. On peut même faire beaucoup plus. En 2024, mon chiffre d'affaires annuel a atteint pour la première fois les 6 chiffres. Alors c'est à la fois une fierté, mais aussi beaucoup de travail derrière. Personnellement, si je regarde mes indicateurs, j'ai un set point mensuel à 4 500 €. C'est-à-dire que c'est le minimum de chiffre d'affaires que je dois réaliser
pour pouvoir me payer à peu près correctement. Et de mon point de vue, à peu près correctement, c'est au-dessus du SMIC mensuel. Et puis pour pouvoir faire face à mes frais de fonctionnement, notamment parce que j'ai un cabinet et que j'ai choisi d'être en SARL, donc avec des charges sociales plus importantes, mais aussi une meilleure couverture sociale. Donc une fois de plus, vous ne pourrez arriver à un certain niveau de chiffre d'affaires qu'en ayant conscience de votre propre modèle économique pour voir où vous allez mettre votre énergie et vos efforts, c'est-à-dire là où votre envie de vous réaliser dans un métier formidable va rencontrer la manière de gagner correctement votre vie. Cet épisode vous aura semblé peut-être un peu rude si vous vous êtes laissé séduire par les sirènes de certaines formations ou si vous avez cru certaines affirmations assénées avec conviction. Nous sommes nombreux à être passés par là avant que la vie nous ramène à la réalité. Il vaut mieux le savoir, en prendre conscience pour voir là où l'on peut travailler prioritairement. Si ce podcast s'appelle Profession sophrologue, c'est bien parce que c'est un métier et que ce métier s'apprend un peu tous les jours en le faisant. Donc, haut les cœurs en ce début d'année pour travailler là où vous allez vous réaliser. Je vous souhaite une bonne semaine et un bon début d'année et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.